Ça fait déjà un mois, disons, depuis les derniers lives. Alors, il s'en est passé des choses. On va avoir plein de trucs à se raconter. Ah la vache. Il s'est passé plein de choses. On s'est quitté, tu t'apprêtais à rentrer en Russie. Et là, aujourd'hui, tu as traversé toute la Russie, Moscou, le transsibérien, tu as traversé une partie de la Mongolie. Tu t'apprêtes à rentrer en Chine. Ouais, je pars demain pour la Chine. Ça y est, j'ai mon ticket de train et donc je prends le transmongolien qui m'emmène à Pékin. Alors, du coup, là, tu es où en fait pour l'instant? Je suis en Mongolie, à la capitale de la Mongolie qui s'appelle Oulan-Bator. Tu es resté dans cette région-là tout le long de ton séjour en Mongolie. Ça fait 2 semaines que je suis là. On va revenir un peu sur Moscou. Qu'est-ce que tu as gardé comme souvenir de cette expérience russe, de Moscou en particulier? Moscou, très très jolie ville. Une ville très... Il y a beaucoup de choses culturelles à voir, beaucoup de choses à visiter et à découvrir. Et du coup, tu as rencontré plein de wheelers à Moscou. Il y a pas mal de wheelers en Russie. Alors en Russie, ouais, c'est l'une des plus grosses communautés, je pense, avec la France. Il y a une très très grande communauté de wheelers. Et à Moscou, oui, très grosse communauté de trotteurs et de wheelers. Donc tout ce qui est le cœur de Moscou, il y a 0 piste cyclable. Et si on veut de la piste cyclable, il faut s'excentrer un petit peu dans les petits parcs qu'il y a à côté. Mais c'est pas forcément agréable de rouler là-bas. Même si on a des trottoirs immenses, un peu comme à Paris. Quand on veut traverser une avenue, quand il n'y a pas de passage piéton, il faut descendre des escaliers, passer en dessous et remonter. Donc c'est un peu galère. Et alors, il y a eu un épisode aussi avec une coutume locale. On n'a pas eu le fin mot de l'histoire. Vodka cornichon. Ouais, alors oui, c'est une coutume de boire un petit shot de vodka et de manger un cornichon. Il faut savoir qu'en plus, les cornichons, ils sont pas comme chez nous. Les cornichons sont très salés. Ils sont vraiment très très salés, les cornichons russes. Dans la dernière vidéo, dans la partie russe encore, tu as rencontré une famille sibérienne qui t'a partagé sa vie aussi dans les conditions dans lesquelles il vit toute l'année et qui pour nous sont assez extrêmes. Oui. Et du coup, tu as commencé à rentrer dans le grand froid. Tu t'es couvert, tu n'avais pas pu prendre forcément les équipements, tout avec toi dès le départ. En Russie, j'ai acheté des gants parce que j'étais parti sans gants. J'ai acheté un bonnet. Et dans la vidéo, je vous montre juste que j'ai acheté un manteau, mais effectivement, déjà quelques semaines avant, j'avais acheté tout ce qu'il fallait, quoi. Tu gardes des souvenirs? Alors, des tout petits souvenirs, je m'achète vraiment des petits porte-clés ou des petites magnettes, des petites choses comme ça qui prennent pas de place. Mais c'est vrai que j'emporte très très peu de souvenirs avec moi. Et souvent, les souvenirs même que j'emporte avec moi, c'est pour ensuite les donner aux personnes qui vont m'héberger. Donc voilà, on s'échange comme ça des souvenirs. Mais du coup, pour ces objets que tu gardes un petit peu comme ça, un peu plus encombrants, est-ce qu'à un moment, tu vas t'en débarrasser sur la route? Je sais pas. Le manteau, tu vas le donner à quelqu'un, comme quelqu'un avait donné un manteau à Fabio. Pourquoi pas. Aujourd'hui, j'ai donné un pull. J'avais un pull que j'avais depuis le début du voyage. Mais voilà, j'ai plus de place dans mon sac. Et puis, je me suis dit, je vais le donner. Donc, je l'ai donné. Et effectivement, il y a la possibilité aussi. Je peux peut-être envoyer par colis. Je vais peut-être envoyer des choses qui commencent à... Surtout peut-être mes habits d'hiver. Là, quand je vais commencer à arriver dans les pays du Sud, je vais peut-être envoyer une partie de mes affaires en France. Du coup, de Russie, donc on va reparler un peu du transsibérien, une aventure aussi hors du commun. Comment on vit dans le transsibérien pendant... Tu es resté combien de temps? Alors, mon premier trajet, c'était 3 jours. Donc, de Moscou à Krasnoyarsk. C'était une très, très bonne expérience. Après, c'est pas le genre de choses qu'on fait tout le temps parce que c'est très fatigant quoi, de rester constamment dans un train avec le minimum de confort. Donc, moi, j'étais vraiment dans la 3e classe. Donc, moi, c'était vraiment c'était ça qui m'intéressait, c'était de me retrouver avec des gens qui voyagent dans ce train-là et de prendre la classe en plus la moins chère. Et effectivement, on partage chacun nos expériences. On se partage de la nourriture, on joue à des jeux. C'est vraiment une très très bonne expérience. C'est exactement comme je me l'imaginais. Tant mieux. D'ailleurs, tu as fait une interview aussi
pour la télé de nouveau. Ouais, une petite télé locale à Krasnoïarsk. C'est donc un wheeler avec qui j'étais a contacté la télé de sa ville. Et le jour même, hein, il a un coup de téléphone. Ouais, mais il y a un Français qui voyage. Et puis ils sont venus nous rejoindre. Et puis petite interview comme ça. Et c'est passé le lendemain sur la télé locale. Du coup, c'était à Krasnoïarsk aussi que tu as rencontré Fabio. Donc, Oui. parler un peu de Fabio parce que c'est encore un personnage. Alors lui, il voyage à moto, si j'ai bien compris, depuis 5 ans. Donc il est parti un jour de chez lui pour quelques semaines et il n'est jamais rentré. Oui, il s'est dit, je vais me passer 2 ou 3 semaines en vacances avec 400 € et ma moto. Et puis au final, il est jamais rentré, quoi. Franchement. Mais comment il vit? De quoi il vit? Comment il fait? Alors, il est parti avec sa tronçonneuse. Donc c'est un élagueur, je crois. Enfin, il s'occupe de couper les arbres, les branches. Et donc il est parti avec sa tronçonneuse. Et en fait, c'est comme ça qu'il a trouvé du boulot un peu partout en Europe et en Asie centrale. Il a appris les langues, donc son objectif c'était aussi d'apprendre l'anglais, le français, d'autres langues. Et donc il restait 5-6 mois dans un même pays pour pouvoir bien apprendre les langues. Et là, quand je l'ai rencontré, donc il rentrait, c'était ses derniers mois de voyage, il rentrait en Italie. Pour revenir un tout petit peu, alors tu as eu par exemple ta première crevaison, ça y est, tout le monde s'inquiétait depuis le départ de savoir comment tu allais faire si jamais tu crevais. Ben, Mais en plus, crevé, mais au bon moment. mais je me souviens, et je crois que le dernier live, on était en Russie, hein, et sur le dernier live, il y avait cette question-là, est-ce que tu as crevé? Et ben c'est le lendemain du live, hein, quand on m'a dit ça, j'ai crevé. Donc là, je m'arrête sur le bas-côté, il y avait une espèce de petit bâtiment, je n'ai même pas prêté à ce que c'était. Je sors ma petite bombe anti-crevaison et je mets direct dans le pneu. Et puis là, le bâtiment où j'étais, les gens commencent à regarder ce que je fais, inquiets. Et donc, ils viennent me voir. Donc, c'était des contrôleurs routiers qui viennent me voir, m'aider. Est-ce que j'ai besoin d'aide et tout ça? Est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit et tout? Donc, vraiment super sympa. Donc, la bombe anti-crevaison, enfin, après crevaison, avait l'air de fonctionner. Je leur dis non, c'est pas de souci. Mais les Russes sont comme ça. Ils veulent vraiment, quand ils veulent vous aider, ils vous aident, ils vous lâchent plus. Donc, ils m'ont embarqué en voiture, ils m'ont déposé à l'hôtel le plus proche. Donc ils ont fait toute la discussion en russe et tout ça. Oui, il a besoin d'une nuit. J'ai passé la nuit dans la petite ville qui était juste à côté. Je repars le lendemain. Et 10 km plus tard, le pneu encore à plat. Je fais bon. Va falloir peut-être mettre autre chose avec une chambre à air de secours. Donc une chambre à air donnée par Mobility Urban. Et des petites rustines. Bon, j'ai pu mettre la petite rustine. Et je suis reparti sur les 200 derniers kilomètres. Et je suis arrivé à Moscou. Et à Moscou, il y a une boutique spécialisée, EcoDrift, qui m'ont remplacé le pneu et la chambre à air. Est-ce que tu sais combien ta roue cumule de kilomètres depuis le départ? Bon, je dois être à peu près 11 000 kilomètres. Parce qu'à Moscou, j'étais en 7 700, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. 7 700, 7 700. J'ai pas tant que ça roulé depuis, donc peut-être 8000 km, peut-être un petit peu plus. En 3 mois, c'est pas mal. Et du coup, dans les autres petites pas difficultés, mais bon, les nouveaux défis que tu rencontres, il y a le froid. Alors, on a parlé, toi, tu te couvres, etc. Mais comment la roue, elle le vit ça, le fait qu'il fasse des températures en dessous de zéro? Est-ce que tu vois qu'elle souffre? Combien tu fais de kilomètres déjà? Est-ce que tu as pu mesurer ça? Effectivement, je perds au moins 10 voire 15% d'autonomie sur mon trajet. Donc ouais, ça se sent vraiment la différence, mais c'est surtout physiquement. On a vite les pieds gelés. Donc je roule moins, je suis obligé de marcher et puis remonter sur ma roue. La Mongolie, il fait très chaud. Non, il fait beau, donc il y a beaucoup de soleil, il y a quasiment du soleil tous les jours, il y a du soleil. Et il fait, donc dans la journée, ça monte jusqu'à 8-10 degrés, donc franchement c'est supportable avec le soleil. Et donc je suis parti faire à peu près 200 km, j'ai fait un petit tour en Mongolie, donc avec sac à dos, ma tente, et effectivement, en journée ça va, mais dès que le soleil se couche, physiquement c'est plus possible, et effectivement la roue, on sent que on consomme, que les batteries sont moins performantes à -1, -2 degrés, quoi. Est-ce que tu trouves encore facilement des prises pour te brancher? J'ai pas vraiment eu l'occasion de Moins l'occasion. partir à l'autre bout du monde, donc
En Mongolie, de toute façon, dès qu'il y a un village, pour moi, dès qu'il y a un village, il y a une prise électrique. Là, j'ai dû consommer dans un restaurant pour pouvoir demander une prise électrique. On me voit, on me regarde avec mon truc. Voilà, il faut parler un petit peu, expliquer, bah, vous inquiétez pas. Enfin, c'est c'est pas difficile de trouver la prise, mais c'est peut-être un peu plus difficile d'expliquer que c'est pas, voilà, c'est pas, je sais pas, c'est pas une bombe, c'est pas, voilà, c'est une monoroue. Vous inquiétez pas, il y a Un pas de souci, je respirateur. reste à côté. Donc non, ça va. T'as dormi sous tente au milieu de pas grand-chose? Alors, j'ai fait une première nuit sous tente, mais où j'étais accompagné d'autres Français, donc on a fait tout le voyage en Jeep, en 4x4. Donc voilà, c'était vraiment la nuit test pour voir si déjà physiquement c'était faisable de dormir de nuit, de se réveiller le matin et de pouvoir ranger toute sa tente et tout ça dans le froid sans avoir très très bien dormi. Et c'était l'une des nuits les plus froides qu'il y avait dans la semaine, donc moins 16 degrés. Et je voulais savoir si c'était faisable, donc c'était vraiment pour tester. Et donc après cette nuit-là, ben, vous verrez dans la prochaine vidéo, mais voilà, c'était faisable. Et 2, 3 jours après, quand j'ai vu que les météos se réchauffaient pendant les nuits et qu'on passait des nuits plus à -5, -6 degrés, je me suis dit, bon, c'est la bonne température peut-être pour moi pour tester partir seul et faire 1 ou 2 nuits tout seul en Mongolie. Mais t'étais vraiment tout seul où il y avait des villages, Ah, où t'étais vraiment, c'était une aventure ah non, je suis parti tout vraiment tout seul. seul. Après, je suis pas parti, comme je suis parti de la capitale, j'étais bah, voilà, au maximum à 100 km de la capitale. Et comment tu faisais pour manger? Tu utilisais Enfin, ton réchaud? oui, c'est ça. Je suis parti avec bah, des petites nouilles chinoises, mon réchaud. Par contre, pour les chauffer, c'est plus long parce que vers 18-19 heures, il fait déjà -3, -4. Donc le temps de chauffer les nouilles, il se passe bien au moins 20 minutes, quoi. Donc c'est très long. Mais non, c'est faisable, hein. Honnêtement, c'est faisable. Est-ce que tu as pu rencontrer des locaux? Et Oui, comment ça se passe avec eux? bah, ils sont très, très accueillants. Et ça m'est arrivé, bah, enfin, vous verrez, quoi. Mais, euh, sur le dernier jour de mon voyage en solitaire, je roule tranquillement sur les routes. Et puis là, il y a plusieurs voitures et tout ça qui veulent m'arrêter et que je monte dans leur voiture bah, pour aller à la prochaine destination, quoi. Donc, non, ils sont vraiment très, 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 très accueillants. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y en a, est-ce que tu as eu l'occasion de voir des roues à Ulaanbaatar ou... Il y a un wheeler, il y en a un, peut-être deux. Il y en a un. Il y en a un en tout cas qui m'a répondu et on n'a pas réussi à se voir malheureusement. Mais je sais qu'il y en a un et je lui ai posé la question s'il y en avait d'autres. Il n'avait pas l'air sûr de lui, hein, donc ils sont très. Et moi en tout cas j'ai vu personne, hein. J'ai vu 2 personnes ou 3 personnes en trottinette électrique et personne en monoroue. Et donc, du coup, prochaine étape, la Chine. Tu as eu ton visa, ça y est. Yes, ouais, ça y est, j'ai eu mon visa. Facile ou difficile à obtenir? C'est pas que c'est difficile, c'est que c'est compliqué, ça demande du temps de préparation. Mais c'est vrai que c'est pas. En tout cas, pour l'instant, c'est le plus difficile que j'ai eu à faire jusqu'à présent. Tu avais un peu anticipé ou tu l'as fait là, sur place Non, j'avais regardé un petit peu avant de partir, bah déjà si c'était faisable, si c'était bien faisable de le faire pour un étranger ici à Ulaanbaatar. Une fois que j'ai su que c'était faisable, sur place, l'avantage des auberges de jeunesse, c'est qu'on se retrouve avec d'autres voyageurs et on s'entraide. Voilà, je peux pas dire que c'est facile, mais je peux pas non plus dire que c'est difficile, parce que si j'ai réussi à le faire, c'est que tout le monde peut le réussir à faire. Et tu sais quoi le programme? Je sais pas. Je vais à Pékin. Normalement, je rejoins Kujirol, pour ceux qui connaissent, un wheeler, youtubeur qui habite donc à Pékin. Donc on va se retrouver là-bas. Mon premier objectif, c'est d'aller visiter la muraille de Chine. On a hâte de voir des images de toi, de ta roue sur la muraille. Ouais, c'est clair que... Si j'y arrive, ouais, j'aimerais vraiment bien pouvoir la monter sur la muraille de Chine. Mais ça a l'air un peu difficile, mais on verra. Est-ce que tes dépenses ont augmenté et où est-ce que tu en es en termes de budget? Mais la Mongolie, pour l'instant, c'est un pays qui n'est pas très cher pour un Français ou un Européen. Donc je me fais plaisir, entre guillemets. Donc là, quasiment des restaurants tous les soirs ou tous les midis. Pareil pour les petites activités, les petits musées, c'est compter 1 ou 2 euros pour l'entrée d'un musée ou d'une zone. Ah, on a vu le parc des dinosaures.
Oui, mais ça, c'était un truc vraiment. C'était pas un vrai parc, quoi. C'était une zone abandonnée. Mais ouais, vraiment, non, c'est un pays qui est pas très cher. Donc, pour l'instant, le budget, il est respecté, quoi. Est-ce que tu penses prendre les transports ou te déplacer en roue du coup? Alors, en Chine, bah, j'ai commencé à regarder l'itinéraire, si c'était faisable de faire Pékin et descendre directement dans le sud. Donc, il y a environ 3000 km. Donc, en 30 jours, sachant que le visa n'est que de 30 jours, c'est faisable. Mais j'ai envie de visiter, de découvrir des lieux. Donc, la première chose que je vais faire, c'est bah, aller au point que j'ai envie de découvrir. Donc, je vais voir si c'est faisable en roue. Je le ferai en roue. Et puis, si le temps me manque, bah, je prendrai le train. Pour l'instant, ce sera, je pense, partagé. Il y aura des jours en roue et des jours en transport. Question niveau culinaire, est-ce que c'est pas difficile pour toi? Parce que tu es végétarien, du coup, Ouais. est-ce que là, où tu es en ce moment, c'est plus Alors, facile ou c'est plus difficile? en Mongolie, en tout cas dans la capitale, il y a beaucoup de restaurants végétariens et véganes. Et je fais ça quasiment tous les jours. Donc, et c'est de la très très bonne nourriture. Il y a même des plats typiques qui sont en version végétarienne ou végétalienne. Donc je peux profiter de plats culturels ici à Oulan-Bator. Et sinon, après, dès qu'on sort un petit peu de la grande ville et qu'on se retrouve dans des villages, c'est un peu plus compliqué. Et même souvent, quand on m'offre à manger, c'est des plats avec de la viande. Donc, par respect, je vais quand même manger un morceau, parce que je vais pas mourir et je veux pas décevoir ceux qui. Mais c'est vrai. Donc, voilà, je veux pas, comment dire, je veux pas gêner la personne qui pense me faire plaisir et lui dire bah non, ça me plaît pas. C'est mal poli, je pense. Donc voilà, je vais goûter et dire bon bah c'est gentil, merci, et puis je vais manger des légumes quoi. Maintenant, tu es en Mongolie, donc du coup, Mm, mm. forcément, ça ne doit pas être facile de Ouais. communiquer. Alors, Est-ce que tu utilises un traducteur, genre automatique? bah, on est obligé, hein, malheureusement, c'était déjà le cas dans les autres pays. Là, le désavantage de la Mongolie, c'est qu'il y a quasiment, je crois qu'il n'y a aucun traducteur qui marche en hors ligne. Normalement, avec les traducteurs classiques, on télécharge la langue et bien on a accès à la traduction en hors ligne. Et c'est pas le cas pour la Mongolie. Donc on est obligé d'avoir une connexion Internet quand on veut utiliser son traducteur. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que tu penses avoir progressé en anglais Je- Peut-être depuis le départ? un petit peu, j'apprends tous les jours. Je pense que. Alors, c'est bien parce que je rencontre beaucoup de voyageurs et nous parlent souvent en anglais, voire tout le temps, quand on est dans les auberges de jeunesse. Mais quand j'y suis pas, et que je dors tout seul ou que je suis invité chez les gens, c'est plus difficile. Et je suis pas dans un pays anglophone. Depuis le début, hein, j'ai traversé aucun pays anglophone. Donc tout ce qui m'entoure n'est pas en anglais. Les gens qui parlent, c'est pas en anglais. Globalement, ça se passe bien. Tu arrives à communiquer Oui. avec les gens. Ah oui, On voit. oui, ça, Tu heureusement. restes pas en ermite tout seul Non. dans ton coin. Mais j'étais déjà parti avec une petite base en anglais, quoi, très légère, mais qui me suffisait pour discuter de choses simples et de comprendre au moins une bonne partie de ce qu'on me disait. Donc ça, c'était déjà mon petit bagage que j'avais avant de partir. Est-ce que tu as cette perception? Quelle est l'image de la France et des Français vis-à-vis de ceux que tu rencontres? Peut-être, est-ce que ça t'aide ou est-ce qu'au contraire, ça change rien? Alors, il y a l'image du français pour les filles. Frenchie. Voilà, le Frenchie avec l'accent français, ça peut attirer quelques filles. Mais sinon, quand on discute avec les gens, on parle souvent de la politique. Je mets pas en comparaison, par exemple, la France et la Russie, la France et la Mongolie. Faut pas faire ça. Parce qu'effectivement, on a chacun nos défauts, chacun nos problèmes. Et juste on en discute, voir ce que chacun pense de son propre pays. Et chacun ce qu'il a comme cliché ou comme image du pays dans lequel il est ou dans lequel moi je suis. Donc souvent on parle de politique et de vie, comment on vit dans le pays, quoi. T'as d'autres. C'est prévu quand la prochaine vidéo? Vendredi? Je sais pas, peut-être ça va être l'occasion pour moi de dire, peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo ce week-end. Donc je m'en excuse, mais voilà, j'ai pas eu le temps de m'occuper du montage et j'ai plus trop de choses à vous montrer parce que là il y a eu le visa, j'ai dû attendre sur place pendant quelques jours. Donc le plus gros de la Mongolie, vous l'avez vu dans la dernière vidéo.
Dans la prochaine vidéo, vous verrez ce passage-là où je pars un peu tout seul en monoroue. Et puis ce sera après donc le transmongolien pour Pékin et peut-être mes premiers jours à Pékin que vous verrez dans la prochaine vidéo. Donc je ne l'ai pas encore vécu, donc forcément ce week-end, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo. Voilà. Sur ce, on va te laisser. J'imagine Ça que tu vas marche. aller dîner. Ouais, je vais aller dîner, faire la fête là avec les voyageurs. Ce soir, on va aller se faire un karaoké. Comme on est dans les pays d'Asie, ça y est, il y a beaucoup de karaoké. J'avais jamais fait ça, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Fantastique. Eh ben, écoute, passe une bonne soirée. On est ravis d'avoir pu discuter avec toi. Merci, moi aussi. Euh, J'espère que j'ai pu éclairer un petit peu voilà, des petites zones d'ombre que j'explique pas forcément en vidéo. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez encore des questions. Bérangère, tu c'est fais ça. condenser et puis on en reparle très bientôt. Il faut pas hésiter à envoyer vos questions à quand vous voulez. On les note, on les retranscrit et voilà. Et ça nous en prend plus sur la coulisse, Oui, ce qui c'est se ça. passe entre les vidéos, ce qui se passe autour des vidéos. C'est toujours un peu intéressant d'avoir cette vue-là. Mm. Ben, merci à tous d'avoir pris Merci, votre pause déjeuner avec Merci. nous. Merci à toi pour ta disponibilité. Puis alors, continue de garder cette morale de vie. Le smile, fantastique. toujours sourire. Et voilà. Et on se retrouve bientôt. Allez. Merci Ciao. à tous. Ciao, ciao. Au revoir.